Allez, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir et dis-moi que Vaquette est de retour et que, putain, il est toujours pas content. Une fan dévouée te demande quel est, pour l'instant, votre passage préféré dans les 2 tomes déjà publiés. Et pour la peine, j'ajoute cette question de Vaquette. Quels sont les passages de Du Champagne, un cadavre et des putes qui sont les plus autobiographiques dont tu te sens le plus proche? Bon, c'est une question, c'est des 2 questions, puisque je les ai réunies, affreusement difficile pour moi de répondre, parce que moi j'aime tout dans ce bouquin. Voilà, donc j'aime tout, et je vais même aller plus loin. Je ne sais pas si je l'ai dit à force de me radoter, de refaire les prises, etc. Je ne sais plus ce que j'ai dit ici ou ailleurs, mais au cas où je vais le radoter, ou sinon le dire pour la première fois, j'ai beaucoup de doutes dans la vie, mais on en parlera ça à la toute fin de cette interview, on parlera de doutes. Mais Du Champagne, un cadavre et des putes est un grand roman. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. C'est un grand roman. Voilà, c'est pas de la méthode Coué, c'est pas de... Il y a une phrase d'ailleurs de Pardon, je l'avais tweeté, mais qui m'a énormément touché en interview. Il disait, vous savez pourquoi je regarde mes photos? C'est pas pour faire de l'encontentement, c'est pas pour parler à mon ego, c'est pas tout ça. C'est pour me donner de la confiance. Et cette phrase-là, elle m'a énormément touché. Parce que moi, c'est pareil, quand je vais pas bien, et Dieu sait que ça m'arrive souvent, je me réécoute La Conjuration de la peur, où je me relis des pages du Champagne, un cadavre et des putes, et souvent, quand je commence à me relire des pages du Champagne, un cadavre et des putes, genre à 2h du matin, je vais pas bien, je commence à me dire, bon, fais-toi 10 minutes et puis je commence à lire, et je peux pas m'arrêter, des fois je finis à 6h du matin en me disant, mais t'as pas pu t'arrêter, c'est trop génial comme bouquin. Et je suis sérieux, voilà, c'est pour lever ses doutes, c'est pour se donner de la confiance qu'on se relit, et je peux vous assurer, et ça c'est un autre truc, bon, je vais pas trop digresser 40 heures, j'avais pas prévu de parler de ça. Moi, je vais vous dire un truc que je crois que j'ai appris avec l'expérience. Tous les gens qui font profession d'artiste, choucroutiste, appelez ça comme vous voulez, au fond de leur ventre, ils le disent pas aux autres, hein, parce qu'il y a des mécanismes de protection de l'ego, tout ça, etc. Ils se le disent pas non plus à eux. Mais au fond de leur ventre, ils savent ce qu'ils vaut. Ils savent ce qu'ils écrivent. J'écoutais l'autre jour un dessinateur, je crois, en interview, et il disait la première chose que quand on vient me demander un conseil que je dis aux jeunes personnes, c'est si toi, tu devais acheter ton bouquin, si toi, tu devais acheter ta BD, est-ce que tu l'achèterais? Et si tout le monde avait la cruauté, la lucidité, la cruauté de se poser cette question dans cette forme sans se mentir, ben vous verriez que 99% des choses qui sortent, hein, que ce soit en chanson, en musique, en film, en peinture, en tout ce que vous voulez, ça sortirait pas. Parce qu'au fond d'eux, les gens disent « Oh bah non, est-ce que c'est vraiment indispensable d'écrire ça ?» Bah non, si c'était un autre, il y a tellement de bouquins qui sortent, bah non, je dirais pas ça. Alors moi, je peux vous assurer que je tomberais sur ce bouquin-là, ou je tomberais sur La Conjuration de la peur, mais je deviens direct fan de Vaquette. Mais je suis sérieux. Et c'est pas du tout de la mégalo. Vous pouvez prendre ça pour de la mégalo ou de l'aveuglement. C'est pas vrai. Pour moi, c'est de la lucidité. C'est exactement la phrase de Pardon. C'est-à-dire qu'à un moment, il doute, parce que comme moi, je doute. Mais à un moment, il regarde ses photos de Pardon. Il regarde ses films. Puis il regarde les photos et les films des autres. Et puis il dit, j'ai quand même bien un truc, quoi. Ça vaut le coup, parce que s'il y avait que les trucs des autres, mon truc, c'est pas le centre du monde, hein. Mais mes photos ajoutent un truc. Ça vaut le coup que je les ai faits. Moi, c'est pareil. Il ne s'agit pas de dire que je suis le plus grand auteur de l'histoire et qu'on devrait brûler tous les autres. C'est pas ça. Jamais j'ai pensé ça. Je pense pas ça. Mais par contre, oui, ça serait con. Du Champagne et cadavre et des putes, si je l'avais pas écrit, personne d'autre l'aurait écrit. On va reparler de ça à la fin dans mes futurs projets. Une des choses qui me ferait continuer, je ne vais pas trop spoiler, mais c'est que les futurs projets Tinder, dont je vais reparler, ou Viol, a fortiori, dont je vais reparler, c'est pas moi qui l'écris, personne l'écrira. Ça, c'est comme je compte l'écrire. Vous verrez pourquoi. Un type qui fait l'apologie du viol avec moi qui peut écrire ça aujourd'hui. Donc Du Champagne et cadavre et des putes, si c'est pas moi qui avais écrit ce bouquin de 2500 pages qui est à la fois hyper intello, romanesque, truc d'amour, qui fait prendre la défense des prostituées, etc., avec la commandante Che dont on parlait avant, il y a personne qui va l'avoir écrit. Je mets au défi
95% de mes collègues ou des wannabes qui voudraient devenir mes collègues, qui lisent leurs bouquins, regardent leurs peintures, etc., et qui soient capables de dire la même chose. De se dire, si moi, j'avais pas peint ce tableau, si moi, j'avais pas fait cette chanson, si moi, j'avais pas écrit ce bouquin, etc., 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 si moi, j'avais pas fait ce film, etc., est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait... Est-ce que vraiment c'est si différent? Est-ce que ça justifiait que je l'écrive? Alors évidemment, Lars von Trier ou David Lynch, la réponse est oui, c'est légitime qu'ils écrivent. Qu'ils fassent ces films, c'est évident. Bon, et d'autres dans tous les domaines, évidemment. Est-ce qu'il y a beaucoup de mes collègues qui peuvent se dire ça? C'est la question qui devrait se poser. En tout cas, moi, voilà, je le dis ici absolument tranquillement, droit dans les yeux, prenez ça pour de la mégalo, ce que vous voulez. Du Champagne, un cadavre et des putes est un très grand roman. Est-ce que c'est le plus grand roman de l'histoire, etc. Je m'en fous. Est-ce que c'est un grand roman et ça mérite d'être lu réellement, et c'est quelque chose qui mérite d'être dans le paysage littéraire français aujourd'hui. Et comme par hasard, il n'a pas d'éditeur et il n'a pas de grande presse. Bon, ça aussi, on y reviendra. Bon. Mais ça m'appartient pas. Et voilà, ça aussi, on y reviendra. Bon. Donc j'ai beaucoup digressé. J'avais pas prévu du tout de vous raconter ça, mais c'est pas grave. Donc comme il y a énormément de passages que j'aime bien dans ce bouquin, je vais tricher sur les questions et je vais faire 4 classements. Allez. Premier classement, donc demandé par une fan dévouée. Bon, pardon, excusez-moi, je m'égare. Et puis la stagiaire va être jalouse. Bon, donc il faut pas. Quoi qu'on pourrait se faire un petit trio, hein, la stagiaire et la fan dévouée. Oh putain, je bande. Oh. Pardon, ça m'échappe. Bon, donc les passages préférés, on a dit, sois sérieux, Vaquette, tu vas jamais la terminer, cette interview, putain. En plus, là, il n'est pas d'heure, je suis crevé, je suis en train de refaire les prises d'hier, parce que c'est pour ça que je délire, je suis épuisé, j'ai les prises d'hier, le son a pas marché, j'avais oublié de brocher le préampli, je regarde les images, pas de son. Bah, je recommence tout, à pas d'heure, je suis crevé, j'en peux plus, la coupe de Vaquette me gratte la tête, vous savez tout, c'est abominable. Mes passages préférés, dans les tomes déjà publiés, me demandent une fan dévouée. Alors, j'en ai noté un tiercé, comme ça fait bien, je te redonne les 3. La première, c'est la scène du premier resto entre Alice et Lorenz, la première fois qu'il l'amène au resto, où elle fait les montagnes russes, c'est extraordinaire comment elle est heureuse, puis après c'est trop horrible, elle souffre affreusement, puis après elle est heureuse, puis après dans son escalier en serrant son par-dessus, je t'aime, puis après elle rentre chez elle et elle se rend compte qu'il l'a trahi, c'est horrible. Et ça, je pense que d'abord elle est hyper touchante, elle se lit pour moi, elle se lit toute seule, elle avance, c'est une scène vraiment hyper touchante que j'adore. Et puis je pense qu'elle parle vraiment très très bien du sentiment amoureux du début, où on est toujours à la fois dans la très grande joie, un enthousiasme extraordinaire, et c'est vraiment le propre de l'amour, ça, tout va bien. Et puis beaucoup de doutes parce qu'on fait pas encore, on vient de découvrir l'autre, on lui fait pas encore confiance, et il se moquait de nous, etc. Tout. Et puis on a peur de le perdre parce que c'est toute notre vie. Alors c'est des souffrances abominables, et le mélange vraiment entre des souffrances abominables et des joies extrêmes, je pense vraiment l'avoir bien transcrit dans cette scène, donc je la trouve magnifique. La deuxième scène, c'est celle qui clôt le tome 2, qui est tout le week-end à Madrid. Alors pour la visite du musée du Prado, Jérôme Bosch, Goya, la description des tableaux, la façon dont aussi Alice est en train de s'approprier les œuvres des autres pour dire voilà ce que j'aime chez les autres, et voilà quand moi je ferai mon œuvre à moi, ce que j'ai envie de prendre, et etc. Ça, on y reparlera plus tard. Bon, je ne spoil pas. Donc ça, beaucoup, mais surtout pour la scène où Alice prie à l'Escurial, qui au passage, bon, je la trouve vraiment magnifique cette scène, parce que elle prie toute seule le cadre de Christ en bois, c'est à la fois très triste, très austère et très beau, très profond. Cette scène vraiment très très touchante, je la trouve magnifique. Et pour l'anecdote, je vais vous raconter 2 anecdotes piquantes là-dessus. La première, c'est qu'elle est totalement autobiographique. Alors c'était pas du tout à l'Escurial, pour le coup, c'était pas du tout à l'étranger, c'était c'est beaucoup moins romantique, c'était dans le métro parisien sous une affiche de pub, mais j'ai vraiment prié pour la première fois de ma vie, j'étais tout jeune,
Et j'ai prié exactement dans les mêmes termes que prie Alice, donc je vous laisse lire la scène et vous verrez ce qu'elle dit et à qui elle le dit, et moi c'était pareil. Et la deuxième chose, puisque on parlait à propos des 9 salopards, de quelle est la personne privilégiée, je ne sais plus comment était tournée la question de Dèdre, de la personne la plus importante pour toi, que tu aimerais qui ait lu les 9 salopards, et la même question sur Du champagne et cadavre et des putes. Et je disais que donc les femmes de ma vie n'ont pas lu Du champagne et cadavre et des putes, mais j'ai quand même réussi à ruser, j'ai réussi à juste isoler cette scène de la prière et à obliger ma première dame, mon premier amour, à lire cette scène. Je lui ai dit non, on dîne pas, on était au resto, on dîne pas tant que t'as pas lu cette putain de scène, je suis venu avec ma liseuse, tu la lis. En plus elle m'a regardé, genre elle qui est anti-techno, machin, elle m'a regardé, mais tu veux que je lise sur une liseuse? Mais oui, tu le fais pour moi, tu ne peux rien me refuser, femme. Après tu feras la vaisselle. Bon. Et sinon je te frappe et je te féminicide. Ouais, bon. Et donc, et elle a lu cette scène, hein. Je ne dis pas sa réaction, mais c'était vachement beau. Et donc, à défaut qu'elle ait lu tout le roman, au moins elle a lu cette scène qui raconte quelque chose de très intime et comment j'ai prié à l'époque où on était tout jeune pour elle. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cette scène et voilà, mon deuxième. Et puis, comme on a dit que c'était un tiercé, ma troisième scène préférée, donc des 2 tomes déjà parus. Pour rendre hommage à Scheherazade de tout à l'heure, et pour faire chier ceux qui n'aiment pas le personnage, je vais rajouter une scène de Scheherazade, donc j'hésite entre, la scène où je te baise et je baise les kisses tout ça droit dans la face du flic, elle est trop bien cette scène, ou comme je disais tout à l'heure, quand tranquillement elle raconte les 2 amoureux, et puis il lui a amené les macaronis du Picasso, du gâteau, voilà, tout ça. Et alors il y a telle différence entre son langage et puis comment elle raconte, comment elle dit qu'elle est Crystal Roderer, tout ça. Et en même temps, le fond, c'est une super histoire d'amour, donc ça donne une richesse, parce que ce serait raconté soit par Laurence, soit par Alice, il y aurait un autre ton, etc. Alors elle, ça devient n'importe quoi, et en même temps, le lecteur, il voit bien que c'est de l'amour magnifique, donc allez, une de ces 2 scènes-là, une scène de Scheherazade, ou alors, comme ça vous avez vu, je dis j'en mets 3 puis j'en mets 5 en carottant fourbe, ou alors une des scènes de Laurence où il critique les beaux métiers des arts et du spectacle, un des nombreux pamphlets où il attaque les métiers des arts et du spectacle, ça c'est bien. Donc par exemple tout le passage, mais après Laurence on pourrait dire aussi le passage où il se look en le disant, moi je m'habille à l'arrache, puis il met 3 heures pour s'habiller à l'arrache. Bon, il y en aurait plein, mais pour Laurence on va dire par exemple toute la partie où il explique le dévoiement du référent critique responsable de la médiocrité de la culture française. Le fait que le guide rouge dit à peu près quels sont les bons restos, alors que les prix littéraires ou les articles dans Télérama, ils parlent que des bouquins de merde. Des bouquins de merde, des concerts de merde, des disques de merde, etc. Bon, ça, je trouve qu'il y a une certaine profondeur de pensée, et je suis évidemment très en accord avec ça. Et ça m'aide à sortir de moi toute mon aigreur. Pareil, c'est une question qu'on me reposera plus tard, que Vicente de Cibo me reposera plus tard. Donc vous voyez, tout est cohérent, tout est merveilleux, tout est merveilleux. Alors voilà pour les 3 passages préférés de ce qui est publié. Si on élargit ça à l'ensemble du roman, donc y compris les passages que vous n'avez pas lus, je dirais que mes 2 passages préférés sur l'ensemble du roman, c'est dans le chapitre 8 qui s'appelle Liberté, toute la très longue défense de Laurence de la marginalité, de la frontière périlleuse et ténue entre marginalité choisie et marginalité subie. Et tout ça pour faire l'apologie de la marginalité et dire que la marginalité est toujours plus riche. On revient à tout mon parcours avec Un printemps bizarre et tout ça, que la marginalité est toujours plus riche que la normalité, et il réfléchit à toutes ces notions de normalité, de marginalité, de gens conformistes, etc. Donc ça, c'est le passage le plus proche de moi. Puis je trouve vraiment, je disais dans la vidéo de présentation que après avoir écrit ce chapitre, j'ai failli arrêter d'écrire, mais c'était pas qu'une vanne, quoi. C'est-à-dire ce passage-là, moi ça me touche, j'ai dit ce que j'avais plus profond de moi, et je trouve que je l'ai bien dit, et que c'est vraiment un des passages les plus forts du bouquin. Donc ça, c'est le premier. Et puis mon deuxième passage préféré du bouquin dans sa totalité, c'est le chapitre 10 dans sa totalité, hein, qui doit faire, je sais pas, 250, 300 pages sans doute. Et alors, je vais essayer de pas trop spoiler, mais vous allez voir, comme je pensais qu'on était arrivé à peu près à 1500 ou 2000 pages à ce moment-là du bouquin, je me suis dit, le lecteur doit en avoir un peu marre, je me mets à sa place.
Donc j'ai carrément, ça s'appelle De l'autre côté du miroir, et puis j'ai carrément changé le procédé littéraire. Je vous dis pas trop, mais donc on part sur complètement autre chose, ce qui est à la fois ludique, surprenant, et je pense que ça fait une respiration au lecteur qui fait, mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce nouveau bouquin? Vous verrez, je trouve ça très, très réussi, il y a une grande audace formelle, et puis c'est réussi. Et en plus de ça, ce que je raconte dans ce chapitre, c'est tout à la fois la critique de ce qui est devenu la gauche, et surtout la totalité de l'histoire du puritanisme, c'est pas une connerie ce que je raconte là, et de sa convergence avec le féminisme post-marxiste dans les années 1980, ce qui est une puissance qui amène vraiment de comprendre l'époque. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute un certain féministe et qu'on comprend d'où il vient et par qui il est financé, et cette convergence avec le pire du puritanisme dont on connaît, dont on comprend l'histoire et l'idéologie auparavant, on comprend le monde un petit peu différemment. Donc je trouve que c'est à la fois d'une très grande puissance de pensée, ce chapitre, d'une très grande profondeur, tout en ayant une forme renouvelée. Et donc voilà mes deux passages préférés sur l'ensemble du bouquin. Et puis je vais continuer à tricher en donnant d'autres réponses. Je vais ajouter aussi les passages, les 3 passages dont je suis le plus fier parce qu'ils m'apparaissaient le plus difficile. Pas forcément le plus fier en soi en tant qu'auteur, en tant que chapitre, mais voilà, quand j'ai attaqué le projet, je savais qu'il y avait 3 scènes où j'ai fait celle-là, quand tu vas arriver dessus, ça va être super chaud. Si tu t'en sors, mazel tov, yo pop. C'était la scène du viol, dans le chapitre 1. Donc je pense ça m'en est sorti brillamment, c'était hyper dur, je pense l'avoir totalement réussi, c'est à fleur de peau, c'est sensible tout en étant jamais édulcoré, c'est hyper cash. Je pense vraiment que c'est fort, donc ça je l'ai réussi et c'était pas gagné d'avance. Il y a bien évidemment la scène de la vidéo, hein, je spoil pas, mais ceux qui ont lu le bouquin verront de quoi je parle, la scène de la vidéo, parce que ça c'est hyper dur à écrire. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est forcément un vocabulaire qui est un peu toujours le même. Les actions sont forcément extrêmement répétitives. J'avais évidemment jamais fait ça de ma vie. On peut tomber très facilement dans la vulgarité, dans le truc conformiste. Et au final, j'ai sorti un truc qui m'a complètement dépassé. Je suis persuadé que c'est pas la meilleure scène de la vidéo du monde, mais d'abord le fait de l'avoir fait à travers la scène de la vidéo, il y avait déjà un peu d'inventivité. Mais par contre, je sais que c'est une scène très singulière, qui me dépasse, qui met mal à l'aise plein de gens, qui me met moi aussi un peu mal à l'aise, mais dans laquelle je me suis beaucoup révélé et j'ai fait un truc en tout cas singulier. Voilà. D'habitude, quand on écrit une scène sur ce sujet-là, on met pas ça. Mais justement, comme on met pas ça, celle-là est intéressante. Surtout sur un couple qui s'aime profondément comme ça. Et puis ça permet de justifier la suite, le prodomo de Lorraine sans garde à vue. Pareil, je ne spoil pas si éventuellement des gens l'ont pas lu, mais parce que je veux vous garder la surprise. Mais donc celle-là, elle n'était vraiment pas gagnée d'avance. J'avais très très peur de la faire cette scène, mais je l'ai réussi. Mazel tov devant. Puis la 3e scène qui me fait très 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 peur, et celle-là elle n'est pas encore écrite, donc c'est le dernier. Voilà, c'est évidemment la dernière scène, celle où on va découvrir l'assassin, et qui, comme c'est la fin d'un bouquin, si tu fais un bouquin de 2500 pages et que les 20 dernières pages sont ouais, c'est un peu facile, c'est du polar à la con, ça va pas foutre à la poubelle les 2500 pages d'avant qui étaient brillantes. Hein. Mais quand même, tu vas laisser, c'est comme sur un spectacle, quoi. Il faut que la dernière chanson, elle explose tout. Parce que si tu laisses le spectateur sur une mauvaise impression, la dernière chanson, tu vas mettre tes moins bonnes chansons au milieu, quoi. C'est la règle du jeu. Mais la dernière, ça doit être la meilleure. Donc la dernière, faut pas que je me crotte, et comme en plus j'ai prévu une scène un peu paroxystique, je dis pas tout, il faut pas que je la rate, quoi. Il faut pas que je la rate, il faut que le lecteur il finisse ça, il faut wow, yeah, boum, et ferme le bouquin. Donc là, maximum challenge. Et comme je n'ai toujours pas fini, eh bien, je vais faire un 4e et dernier classement. Le top des scènes les plus proches de moi, les plus autobiographiques. Alors là, là c'est triché parce qu'il y en a plein. Donc je citais tout à l'heure, évidemment, tous les week-ends
que j'ai vécues, tous les vins et les recettes de cuisine que j'ai fait, les plans exhibes, y compris celui dans la tour de Roméo Juliette, y compris les Japonais qui débarquent et qui photographient, tout ça, c'est 100% vécu. La scène sur la table de resto, bon, c'était pas à Venise, c'était quelque part à Paris, 100% vécu. Il y a une autre scène exhibe dans un peep show où dans le tome 4 ou 5, vous verrez, 100% vécu. Bon, tout ça, c'est hyper autobiographique. Évidemment, les scènes d'amour, tout ce que raconte évidemment Laurens sur les beaux métiers des arts et du spectacle au Karcher. Vous pensez bien que je le pense. Il y a le millefeuille mental de l'Espalette. Ça, c'est un truc que je vis totalement, de me contredire à moi-même, de me dire oui, mais alors si tu fais ça, etc. Dans ma tête, c'est un vrai bordel. Ça, c'est 100% autobiographique. Le plafond de la chapelle Sixtine, on en a parlé tout à l'heure. On va en parler bientôt. Je sais plus, mais on va en parler précisément. Ça, c'est 100% autobiographique. La visite des musées, mes réactions sur la peinture, tout ça. Aussi, il y a un jeu auquel joue Alice. Et Laurens pour faire le parallèle donc entre les métiers des arts et du spectacle et la prostitution. Et entre autres, dans ces parallèles-là, par exemple, il parle de pseudonyme. Pourquoi une prostituée doit absolument avoir un pseudonyme? Vous verrez aussi que pourquoi je tiens aussi farouchement à jamais parler de mon vrai nom et pourquoi je me présente toujours en vaquette. C'est exactement, explicitement défendu, etc. Tout ça, c'est 100% autobiographique. Mais je vais garder 2 scènes précisément à garder. D'abord, il y a celle, je vous avais promis d'y revenir, dans le chapitre 8, Liberté, où Laurens parle de marginalité choisie et subie. Et entre autres, parmi beaucoup d'autres choses, il parle d'une espèce de fou qui dessine des voitures rouges sportives et racées, alors que le marché exige des voitures familiales couleur pastel. Et donc, il dessine ces voitures rouges et racées, et personne n'en veut, quoi. Il n'a aucun succès. Et puis, n'importe qui de pragmatique, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, dit le marché, il n'est pas là, éventuellement, je dessine mes voitures rouges et racées le week-end chez moi pour me faire plaisir, mais je dessine maintenant des voitures familiales et pastel pour les vendre, quoi. C'est du pragmatisme. Et lui, non, il s'entête à continuer. Comme vous voyez, ça vous rappelle quelqu'un, je suis sûr. Il s'entête 10 ans, 20 ans à construire Et puis il désespère, il sait bien que personne va lui acheter ces voitures rouges et racées. Il comprend pas, il sait même plus pourquoi il continue, ce brave homme. Je sais plus, mais je sais pas si c'est juste l'ego ou le désespoir, ou s'il sait plus rien faire d'autre. Mais il continue. Alors cette scène, vous verrez, vous penserez à moi en la lisant. Je la trouve d'abord très très belle, et puis évidemment elle est extrêmement biographique, elle me touche profondément. Je trouve que Laurens parle très très bien des gens, des fous qui dessinent des petites voitures rouges et racées dont personne ne veut. Ouais, parce que mon échec social et la stagiaire. La stagiaire qui m'a pas rappelé, je vais vieillir seul et vieux et tout seul et sans argent et personne me lira et ma vie sera un échec complet. Voilà, le running gag, toujours lui. Donc, bien. Et l'autre passage le plus autobiographique du bouquin, c'est quand à la fin du tome 1, Alice se retrouve à Ergonomique Bureau. Elle a un boulot merveilleux, un patron merveilleux, là, sans guillemets, un mec merveilleux, là, avec plein de guillemets, et elle se dit, mais je devrais être heureuse avec tout ça, quoi. Avant, j'étais en galère, là, maintenant, j'ai un vrai boulot, un vrai CDI, tout ça. Et elle écrit, pourquoi je suis si triste tout le temps? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi les autres, ils sont heureux? Et comment ils font, les autres, pour y arriver? Est-ce qu'ils se mentent? Est-ce qu'ils font semblant? Ou est-ce qu'ils ils se contentent vraiment de ça? Est-ce qu'ils arrivent vraiment à être heureux de ça? Et cette phrase, pourquoi je suis si triste tout le temps, je crois que c'est la phrase que je m'auto-répète le plus souvent au cours d'une année, en pensant en fraternité avec Alice. Et on viendra d'ailleurs plus loin dans l'interview. Est-ce qu'un patriarcal homme blanc comme moi a le droit d'écrire un personnage féminin? Je pense que je partage beaucoup plus de choses en ressentant très 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 profondément ce pourquoi je suis si triste tout le temps. Je partage beaucoup plus de choses avec Alice que ça n'a aucune importance qu'elle soit une femme et moi un homme sur ce point, quoi. Et que je pense que l'essentiel est là qu'on partage ça. Et pour le coup, je vais vous raconter
donc vraiment, cette phrase-là, pourquoi je suis si triste tout le temps, et tout ce passage-là, c'est probablement la chose qui est la plus proche de moi dans tout le bouquin. Et c'est l'une des choses. Alice me ressemblait énormément. Elle est déconnante comme moi, tout en étant hyper profonde. Elle veut faire auteur comme moi. Elle fait des sales vannes comme moi au Provo. Elle a plein de choses. Elle a un pouvoir de vie formidable, tout en ayant un immense pouvoir de tristesse. Ce mélange entre les deux. On partage vraiment beaucoup de choses, et donc cette scène en particulier. Et cette scène, elle m'a directement été inspirée de... Enfin, en tout cas, j'ai cherché à aller tirer précisément le fil de ce que je vivais à son âge. J'étais donc à son âge en école d'ingénieur. Je suis rentré en école d'ingénieur à 17 ans. Et je faisais semblant, j'essayais de me faire croire que j'allais être très heureux, que c'était merveilleux de finir ingénieur. Et tous les mercredis, je crois, ou un autre jour de la semaine, ça n'a aucune importance évidemment, je lisais les petites annonces du Monde, les petites annonces d'ingénieurs, et je faisais « Ah, tel boulot, chef de projet, machin truc, tant de kilos francs par an, ouais, ça c'est bien, je ferais ça, ou alors ça, puis j'aurais un bon poste, oh, je serais un mec important, ça. » Et puis j'essayais de me dire oh, « Et puis le soir, je retournais en boucle sur pourquoi je suis si triste tout le temps, et je faisais pas le lien entre les deux. Je faisais pas le lien entre le fait que j'étais très très malheureux et le fait que je me projetais dans l'avenir comme étant ingénieur. Exactement comme elle fait pas bien le lien à ce moment-là contre le fait qu'elle a un CDI dans un vrai boulot, avec un vrai super mec et tout, et le fait qu'elle soit affreusement malheureuse. Elle se dit c'est moi qui ai un problème. Elle fait pas le lien entre les deux. Et moi j'étais pareil, je faisais pas le lien entre les deux. On parlera de ça d'ailleurs tout à l'heure. Je vais aller à l'essentiel. Et donc, d'une part, donc j'ai regardé ces petites annonces, et puis en plus, deuxième chose, donc la première dame de ma vie, j'étais fou amoureux, et moi j'étais en province, donc dans cette école d'ingénieur, et elle était à Paris. Alors en plus de ça, j'avais une seule envie, c'est d'être avec elle tout le temps, tous les jours, à chaque instant. J'étais coincé, j'attendais le week-end pour qu'on se voit. J'étais dans cette école d'ingénieur en me projetant dans l'avenir comme ingénieur, un type avec un cadavre, lapsus révélateur, une cravate, qui va dans des ateliers pour sentir le cambouis. Ça rend peut-être heureux plein de gens, et je le dis sans aucun mépris, mais c'était juste évident qu'on me voit qui je suis aujourd'hui, que j'étais pas fait pour ça, quoi. Et donc, je me retrouvais vraiment, ça c'est totalement autobiographique cette scène-là, quand Alice fait pas le lien entre son super boulot, sa vraie situation, et le fait qu'elle se demande tous les soirs pourquoi je suis si triste tout le temps et comment ils font les autres. Et ça c'est exactement ce que je ressentais à son âge quand j'étais dans cette école d'ingénieur. Voilà, ça c'est 100% autobiographique. Bon, alors je vais être vraiment très 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 fatigué, parce que en fait la raison pour laquelle je me suis posé cette question au début de la phrase dont je me sentais le plus proche dans tout le roman, c'était pour donner une réponse que j'ai oubliée forcément. Donc la voici. La phrase dont je me sens le plus proche de tout le roman, c'est quand L'Espalette demande à Laurens pourquoi il a été rencontrer Alice dans un bar à champagne de province, qui plus est, alors que, vu le milieu culturel d'où il vient, il aurait facilement pu aller dans un raout parisien pour essayer de pécho une critique ou une lectrice de Télérama. Et là, Laurens lui répond « Parce que je hais la bourgeoisie culturelle, monsieur ». Alors voilà, la phrase dont je me sens le plus proche de tout le roman, c'est « Je hais la bourgeoisie culturelle ». Et comme il sera dit, que cette interview, cette réponse en général, mais cette réponse en particulier est interminable parce que je n'arrive pas à faire des choix et que je rajoute toujours quelque chose, alors je vais encore ajouter une autre phrase dont je me sens le plus proche de tout le livre. C'est toujours dans la même scène où il y a ce fou en rouge là qui décide des voitures rouges et racées au lieu de faire des modèles familiaux aux couleurs pastel pour que ça se vende. Et ce passage se termine par cette phrase « Dans un roman de chevalerie, on écrirait qu'il a préféré la défaite plutôt que le déshonneur. On ne choisit pas la défaite, mais on choisit de ne pas pactiser et de ne pas se rendre. Ce n'est pas rien. »